Bonjour, bonsoir, tout dépend dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve avec une dégaine un petit peu peut-être luisante et tout, mais parce que encore une fois il fait très chaud, alors que pourtant j'ai attendu la fin de journée pour tourner, mais qui dit fin de journée dit après travail, donc on a une dégaine un petit peu douteuse, mais on se retrouve en ce samedi, en ce dimanche, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, pour le bilan du mois de juillet. On va essayer de faire court, vraiment je vous jure on va essayer de faire court parce qu'on a de la chance. Parmi tout ce que j'ai lu il y a des graphiques, donc il y a une vidéo dédiée donc je ne vais pas m'étaler, et pareil il y a des livres que j'ai présentés dans un épisode de la trilogie du mercredi, donc également je ne vais pas m'étaler. Donc voilà, on va donc essayer d'aller à l'essentiel, d'être pertinent dans nos avis parce qu'on a encore une fois 31 livres à aborder. Donc il y a 10 graphiques et 21 vrais livres, hein, je mets des guillemets parce que voilà, il n'y a pas de faux livres, mais vous voyez la nuance que je veux faire. J'ai essayé de faire un petit peu par catégorie. Vraiment c'est n'importe quoi, j'essaie de m'organiser mais ça va être désorganisé. Sur les 10 graphiques que je vous affiche ici tous ensemble, parce que je les ai pas piochés partout dans les étagères, il y a 3 mangas, dont une duologie qui est commencée terminée, de 2 tomes, et puis 7 bandes dessinées, dont un roman graphique, je dirais plus du format, donc avec Morgana et Oz. Ça a été 10 très bonnes lectures, donc voilà, je vous mettrai dans le petit la vidéo concernant l'épisode de Alors ça bulle où j'en parle beaucoup plus en détail et où je vous montre aussi les intérieurs. Voilà. D'habitude je sais que je repasse quand même vite fait sur les livres, mais là 31 livres, à un moment il faut que je sache doser. Voilà, il faut que j'apprenne. Donc pour ces 10 graphiques je vous redirige vers la vidéo en question. Également j'ai sorti un épisode de la trilogie du mercredi où je vous présentais 3 livres. Donc je vous présentais La librairie des souvenirs, qui a été une très bonne lecture, mais qui met quand même en scène le thème du deuil et de la perte d'un proche, notamment ici la maman. On a également le thème de la dépression, de la problématique de l'acceptation de cette perte. Donc voilà, il y a quand même ce trigger warning si je puis dire. Donc si c'est quelque chose qui vous touche de près ou de loin, voilà, faites peut-être attention. Mais j'ai trouvé que c'était très bien amené, comme je le dis dans l'épisode. C'est fait avec tendresse et douceur, avec beaucoup de tact. Il n'y a pas du tout ce côté culpabilisant ou autre, qu'il faut faire son deuil très vite ou pas, ou que sais-je. Donc ça, je vous le recommande chaudement. Je vous recommande également plutôt bien, d'ailleurs j'ai à l'heure où je tourne posté l'avis sur ce livre sur Instagram. C'est le premier tome des liens d'Erisocia, donc un destin forgé dans le feu, où là on est sur une fantaisie, je dirais plus adulte que young adulte quand même, parce qu'il y a certains trigger warnings, on a la violence, des agressions, etc. Un petit peu de romance, mais je dirais que ça reste quand même plus dans la fantaisie, en tout cas dans ce premier tome, parce qu'on a quand même l'action qui est centrée sur le développement de l'univers qui est assez complexe, donc d'où le côté un peu adulte, et les intrigues politiques, les intrigues de cour, etc. qui sont quand même bien présentes par rapport à la romance. Donc on a un mariage, la trope mariage forcé, mais voilà, c'est un petit peu au second plan quand même. Là, dans cette fantaisie, on rencontre une jeune femme qui est héritière d'une très longue lignée de reines. Et elle a dû grandir en secret parce qu'il y a une autre monarchie en place, mais il va y avoir une péripétie qui fait qu'elle peut avoir l'occasion de reprendre ce qui lui est dû. Donc on va la suivre un peu dans cette péripétie, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a des dragons, donc ça c'était chouette. En fait c'est surtout pour ça que j'ai été vers ce livre aussi. C'est parce que voilà, Fort Wing c'est sympa, mais c'est 80% de romance, 20% d'intrigue, et encore quand c'est pas sans mêler les pinceaux. Ici on a les dragons, on n'a pas de romance au premier plan, voilà, c'est pas, on couche pas contre tous les placards qu'on croise. Donc franchement ça je vous le recommande aussi. Et le troisième dont je vous parle dans l'épisode de la trilogie mercredi que j'ai adoré, vraiment, c'est un 5 sur 5, ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai été bête, voilà, j'étais en mode pendant tout le livre, ça manque d'un glossaire, ça manque d'un glossaire. Au final, il était à la fin du livre, voilà, je n'ai pas cherché, on va pas se mentir, donc c'est un 5 sur 5 par ma faute, mais j'espère que pour vous ce sera un coup de cœur parce que c'était vraiment bien. C'est Le Dieu et la Gomio, donc c'est le premier tome de la série Le Fil du Destin, c'est vraiment très sympa, c'est autour du folklore asiatique, la mythologie asiatique, coréenne notamment, avec beaucoup de créatures. On a un dieu qui est déchu, voilà, parce qu'il a fait des mauvais choix, il se retrouve à errer dans le monde des vivants, il travaille pour la police, et il va se retrouver à faire équipe avec une Gomio, donc c'est une
renarde à 9 queues mais qui est maintenant sous apparence humaine, enfin voilà, qui a un passif un petit peu glauque, mais ils vont devoir s'allier pour résoudre une affaire de meurtre. Et vraiment, le duo de personnages est pépite. Vraiment, je ne pouvais pas lâcher le bouquin. Dès que je le posais, je voulais y retourner pour revoir leur jeu verbal. Et l'intrigue, en fait, c'était assez équilibré entre ce slow burn de romance et l'intrigue avec ces meurtres. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très juste, ça vraiment j'ai adoré, je recommande 1000 fois. On va rester sur le côté fantasy parce que voilà, le dieu Lagoméo c'était chez Sabran, qui est une sous-filiale de De Saxus, Un destin forgé dans le feu c'était chez De Saxus, et j'ai un troisième titre de chez De Saxus que j'ai lu ce mois-ci. J'ai lu le premier tome d'Une lumière sans pitié, Le dieu et l'immortel, très belle couverture. Vraiment De Saxus, en fait les 3 titres m'intéressaient et les 3 titres j'ai pas été déçue. Pareil niveau traduction, je sais que ça peut être bancal, je n'ai personnellement pas trop ressenti ça, donc voilà, après je ne suis pas une pro. Mais Le dieu et l'immortel, pareil, une très bonne lecture. Vraiment, si je devais faire un classement, ce serait Le dieu et Lagoméo chez Sabran, le livre du dieu immortel, puis Un destin forgé dans le feu. Celui-ci, on rencontre 2 personnages. Donc on a une personnage qui est une exorciste très douée dans ce qu'elle fait, et en face on a un tueur de démons, parce qu'on est dans un univers où la guerre entre les humains et les démons fait rage. Et du coup, ces 2 personnages vont se retrouver forcés de s'allier contre un démon plus puissant. Donc voilà, cette proximité forcée, c'est pareil, un petit slow burn, un peu comme le dieu Lagoméo, slow burn, des petites tensions, des petites piques, mais c'est très bien fait. Également, j'ai trouvé que c'était alors ça m'a dérouté, l'élément qui m'a dérouté, qui fait que c'est un 4 sur 5, c'est que je n'ai pas su situer temporellement. Est-ce que ça se dit temporellement? Je ne sais pas, mais j'ai pas réussi à dater à quelle période du temps ça se passe, parce que à des moments on a l'impression que en fait le côté guerre ça fait très années 1900 et quelques, ils voyagent en train etc, mais à côté ils sont quand même au téléphone, ils vont à Nice, ils vont au Vatican, et il y a un moment des passages avec des chiffres romains où moi je comprends 2007 ou 2008. Donc je sais pas trop comment l'interpréter, donc c'est un petit peu ce qui m'a... de pas pouvoir me fixer vraiment. Mais écoutez, j'ai trouvé que ce côté quête voilà, contre ce démon, et on est quand même... le Vatican est au centre de l'histoire, parce que voilà, c'est le maître place, le maître lieu, enfin vous voyez, où il y a une école d'exorcistes, et j'ai trouvé ça assez étonnant. Moi, de toute façon, vous savez que Florence, le Vatican, l'Italie en général, c'est ma cam. Donc écoutez, ça l'a très bien fait pour moi. Je suis vraiment curieuse de lire la suite. Effectivement, il y a des révélations que j'avais vu venir, mais bon, voilà, c'était aussi fait pour. Je pense qu'on arrive à cheminer nos pensées de façon à comprendre ce qui nous attendait. Et sur moi, ça a très bien marché. Franchement, là, c'était 3 fantasy ados, voire adultes, qui ont été très convaincantes. Alors attention, parce que dans le livre du dieu immortel, là, on a pas mal de trigger warning, notamment un très gros sur l'automutilation. Alors il y a un disclaimer de l'auteur au début du livre, hein, donc vous savez à quoi vous attendre, ça va pas vous tomber dessus au milieu de votre lecture, où elle l'explique. Donc voilà, je préfère prévenir parce que ça, c'est vrai que c'est assez détaillé, et les raisons de l'automutilation sont quand même profondes psychologiquement, donc je précise, vaut mieux prévenir que guérir. Ensuite, j'ai lu un livre qui pour moi est un contemporain, mais à la fois un fantastique, parce qu'on a quand même un chat qui parle et on voyage à travers des dimensions. Donc voilà. J'ai lu le 2e tome du chat qui voulait sauver quelque chose. Donc le premier tome c'était le chat qui voulait sauver les livres, et là c'est le chat qui voulait sauver les bibliothèques. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais j'en ai parlé sur cette chaîne également. Où là on retrouve du coup notre chat du premier livre, mais on comprend à travers certains éléments, certains easter eggs, qu'on est des années plus tard, et donc là notre chat va faire équipe cette fois avec une jeune fille qui pareil a des petits soucis d'anxiété etc, et comme le protagoniste du premier livre va tomber sur un passage où elle va rencontrer le chat, et on va avoir affaire aux grands méchants qui sont les mêmes qu'on avait dans le premier livre, et donc voilà, on a des récidives. Enfin, voilà, je trouve que c'est une petite aventure sympathique. Je dois reconnaître que j'ai quand même préféré le premier, je m'étais plus attachée au personnage principal du premier qu'à la jeune fille ici. Mais le chat est toujours aussi adorable, franchement, le chat qui parle, moi je suis convaincue. Donc pareil, ça je sais pas s'il y aura des suites ou quoi, ou si ça se termine là après ça. Pour moi, il y a matière
à voir autre chose derrière, mais écoutez, on verra. Ensuite, j'ai bien sûr lu enfin Rewitched, comme vous voulez. Sublime couverture, encore une fois, merci et bravo Calix. Où là, bizarrement, j'espérais le coup de cœur et ça ne l'a pas été pour des petites raisons qu'on va évoquer. Mais ici, on rencontrait notre jeune femme, je n'ai plus son prénom, je crois que c'est Belle. Qui est libraire dans le monde des humains, voilà. Mais elle est sorcière, mais elle a ses pouvoirs, c'est un peu bancal, elle n'a pas forcément les affinités qu'il faut, elle les maîtrise pas forcément, il y a un peu des boulettes, des cafouillages des fois. Et le jour de son 30e anniversaire, on va dire bah ma cocotte, t'as un examen à passer pour prouver que tu maîtrises tes pouvoirs et que tu mérites de les garder, parce que sinon le Coven te les reprend et voilà. Et donc en fait elle va se retrouver propulsée au sein du Coven pour faire face à des épreuves qui vont devoir la mener à montrer qu'elle sait se défendre. Et elle va du coup, pour pouvoir réussir ces épreuves, avoir le droit à un tuteur un peu excentrique et un protecteur un petit peu séduisant. Voilà, donc c'est un one shot pour moi, c'est ce que j'ai vu partout. J'ai bien aimé ce côté où on a une personnage qui est dans la trentaine, qui entre dans la trentaine, parce que c'est vrai que ça change des sorcières adolescentes ou 23-24 ans, voilà, là on peut davantage s'identifier, je pense, vu le public que ça vise. Et en plus, j'ai trouvé que c'était bien amené le fait qu'elle soit pas en confiance et à l'aise avec elle et ses pouvoirs et qu'elle ait des dilemmes lambda, entre guillemets. Voilà, elle fait des mauvais choix, elle se trompe plus qu'elle ne réussit. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts, faut qu'elle persévère pour réussir à avoir des résultats. Et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai également pas mal apprécié les personnages qui avaient autour d'elle. Son tuteur est vraiment très cool, il y a un background avec lui qui est intriguant et sympa. Donc après ça reste une cosy fantasy, donc faut pas s'attendre à l'intrigue du siècle ou à ce qu'on soit sur les fesses à la dernière page. Mais moi, mon petit regret, je vous avoue, c'est que le semblant de romance qu'il y a est vraiment pas creusé du tout. Voilà, on a l'intervention d'un personnage masculin dès le début et avec notre personnage féminin, ça match. Franchement, ça se voit, ça match. Le mec, il est charismatique, il est sympa, il est sorcier aussi. Donc, on se dit, bah voilà, ou alors ça se trouve, ça va être lui son tuteur ou quoi, machin. On attend de voir, on attend que ça se goupille, tout se goupille. Et en fait, ils ont des interactions et leurs interactions sont toujours pertinentes. Elles sont toujours très sympas et agréables. Et en fait, on aimerait les voir se date. On attend que ça et j'attendais que ça. Et c'est vrai que ça reste très en surface et c'est du coup le truc qui m'a un petit peu le bémol de ma lecture, c'est que j'aurais aimé peut-être un peu plus de romance. Alors pas du smut à tour de bras, faut pas pousser, mais voilà, que ce soit plus... En fait ça aurait pu être une romance un peu pâtisserie, vous voyez, qu'on savoure, qu'ils apprennent à se connaître, que c'est maladroit et que... Parce que lui il est vraiment green flag en plus. Donc voilà, c'est ma petite déception sur ce livre. Mais ça n'en reste pas moins une très bonne cosy fantasy. Franchement, ambiance automnale et tout, à lire un jour de plus, c'est top. Ensuite, alors là on était sur de la fantasy, on va rester avec de la fantasy mais on va passer sur de la romantasy parce que j'ai également lu des romances ce mois-ci et pas des moindres. Hein. J'ai lu une sortie qui me faisait de l'œil. Attention, ça va parler, ça va critiquer, ça va être salé. Quand j'ai vu la couverture et le pitch, je me suis dit why not. C'est le tome 1 de la série Cloak of the Vampire. De Sarah Erland ou je sais plus qui, ou Safia ou Safa, bref, qui est S. Erland quelque chose, où là on nous dit qu'on rencontre une jeune femme qui est plus une ado, hein, presque quand même, parce qu'elle est pas vieille, qui est très timide, en retrait, voilà, on comprend vite qu'elle a un passé sombre, donc elle a dû recommencer sa vie à zéro, mais ça lui va parce que elle, sa meilleure amie, elle est tout le temps au centre de l'attention, donc elle n'attire pas l'attention, ça lui convient bien. Et puis un beau jour, elle se retrouve dans un guet-apens et là un vampire va lui donner le baiser maudit et la transformer en vampire, et là elle va se retrouver dans une ligue de vampires, voilà, une espèce d'académie un peu, où elle va devoir apprendre à être un vampire sympathique et devoir faire face à ce qu'on appelle l'enchère. Donc au début, voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a une majuscule à enchère, donc on se doute que c'est quelque chose. Et bien sûr, le résumé nous dit qu'elle va devoir faire face à cette enchère, mais aussi aux tentations de la chair. Et moi, vous savez que ce genre de phrase à guicheux, c'est
pour moi du pain béni parce que je me dis ça va être la cata. Voilà, on va rire, on va avoir de la story sur Insta, on va avoir du contenu, hein, c'est ce qu'on veut. Et donc je commence ce livre et là, quelle ne fut pas ma surprise de lire, je commence. Et je me dis c'est quand même très... Enfin c'est quand même une plume très teenage, très Wattpad, je me dis c'est bizarre et tout. Puis je suis dans un challenge littéraire et il y avait une catégorie où il fallait lire un livre écrit sous un pseudo. Et je me dis bah le nom de la dame a une connotation un petit peu sympa, donc ça se trouve elle a pris un pseudo, c'est pas son vrai nom. Et en tapant sur Google, quelle ne fut pas à nouveau ma surprise de constater que c'est l'auteur de la fameuse saga Les Loups du Millénaire, l'Alpha du Millénaire, également chez Hugo. Et que c'est une série catastrophique. C'est une série qui est d'une nullité pas possible. J'ai rarement vu une série avec autant d'avis négatifs et que ce soit unanime dans sa négativité. Vraiment, c'est dingue. Ou c'est des loups voilà, qui passent leur temps à baiser parce qu'ils sont tout le temps en rut. Donc, je me suis dit, ok, maintenant je comprends mieux le Clock of the Vampire, là où notre nana qui est banale, mais elle attire quand même tout le monde, elle a quand même des atouts, elle est quand même belle gosse, c'est quand même elle qui attire l'œil du super vampire, lol. Et ses copines, alors les copines sont d'une toxicité à faire peur, vraiment c'est dingue parce que c'est à base de Badi va peut-être falloir que tu te mettes à baiser parce que tu vas pas rester vierge toute ta vie, ça craint. Ok d'accord, pas de problème si vous voulez. On rappelle qu'elle a même pas 20 ans je crois la gosse. Et l'autre elle est en mode oh j'en ai marre que tout le monde craque sur moi et puis je sors avec deux mecs en même temps, je sais plus où donner de la tête. Et puis elle dit à la troisième fille du trio oui non mais je te rappelle que tu sors avec mon ex et quand il te baise il pense à moi. Alors pardon mais niveau toxicité bon. Et il s'avère que entre temps il y a cette transformation en vampire et là elle se réveille. Alors déjà elle se réveille, ça j'ai fait une story parce que c'était quand même pas vite. Elle se réveille, on lui balance une tête coupée qui dégouline de sang sur son lit. Elle le prend puis elle boit à même la tête en mode c'est une noix de coco. Vraiment elle sirote, après elle se rendort et quand elle se réveille, on vient lui dire que voilà, il faut qu'elle signe son contrat parce que maintenant elle est élève vampire. Elle a 3 mois de formation et après il y a l'enchère qui est une cérémonie, on s'en doute, où voilà, les vampires novices vont être vendus. En parallèle de ça, là elle se découvre une nouvelle personnalité parce qu'on n'oublie pas qu'elle a quand même un passé très très sombre, mais elle est quand même shy girl, timide au possible. Elle veut pas attirer l'attention, mais dès que les gens qui sont autour d'elle, qu'elle ne connaît ni la ni l'autre, qui sont quand même des vampires, on le rappelle, elle va leur dire mais putain mais c'est quoi ce bordel, vraiment putain devient sa ponctuation. Et après elle essaye de tenir tête à tout le monde, mais en 2 phrases, non bah d'accord, pas de soucis. Madame, il faut se positionner. À un moment, si t'as un trouble de l'identité dissociative, je sais pas quoi, il faut le dire. Mais là, vraiment ridicule, elle est nulle de chez nulle, elle est nullasse, oh là là. Et puis alors, forcément, dès qu'elle croise le vampire qui est son bourreau, où elle a juré vengeance de se venger de ce qu'il lui a fait, de lui avoir volé sa vie qui était si bien, déjà, elle peut pas s'empêcher de frétiller de l'entrejambe. Et bon bah dès qu'il commence à se frotter, à se tripoter, ça part en cacahuète, elle ne peut plus s'arrêter, elle est dépendante, elle ne veut pas se faire vendre, elle veut que ce soit lui qui l'achète aux enchères et tout, blablabla, blablabla. Et en parallèle il y a son passé sombre. Je poursuivais vraiment le livre parce que je voulais vraiment voir où ça allait se créer si sombre, qui était si horrible. Et au final c'est juste pour nous atténuer le mot en V. Voilà, parce qu'il s'avère qu'elle a un background. J'avais fait une hypothèse en story où j'avais dit attention, je fais une hypothèse. Si vous voulez pas l'entendre parce que ça va s'avérer vrai, swipez ou que sais-je. Il s'avère que j'avais raison, voilà, et qu'en plus c'est même pire que ce que je pensais. Et en fait, voilà, notre nana elle a un passif où c'est une veuse. Voilà, c'est clair et net, je préfère prévenir. Et en fait, on va un peu essayer d'amadouer ça en mode. Ah bah c'est parce qu'elle était jeune, elle n'avait pas conscience, machin. Pardon. Non, en fait non, juste non, gros red flag. La nana c'est un gros red flag. Je lirai la suite parce que je veux voir, il y a un personnage que je veux voir par rapport à ce secret machin sombre et tout, les réactions machin. Donc écoutez, je ne vous le recommande pas du tout. Si vous pouvez vous le procurer, l'emprunter à la bibliothèque ou quoi, sans débourser d'argent et que vous êtes curieux, allez-y. Mais ça vaut pas 3 francs 6 sous. Vraiment, gardez vos écus dans vos poches. En revanche, ensuite, 2 autres romans de Tessie que j'ai lus et que j'ai écouté parce que j'ai écouté les 2 en audio qui ont été très convaincants. J'ai écouté en audio et donc lu en commun avec mon amie Camille, celle qui m'a fait acheter le fameux livre bleu avec les roses et les paillettes dessus, on se rappelle. Le Pacte des Roses, donc qui est un tome 1. Encore une fois, rien ne l'indique sur le livre. Donc moi, je commence très sereine, très naïve, je lis. Et puis au fil des pages, je me dis c'est quand même bizarre parce que ça sent la fin très très ouverte.
on m'entourloupe. Effectivement, on m'entourloupe parce que quand je ferme le livre, il y a effectivement un tome 2 parce que ça ne peut pas s'arrêter là, ou alors c'est une fin très ouverte, vraiment c'est une esplanade de verdure. Non. Mais écoutez, ça reste quand même une très bonne lecture, l'audio était très sympa. Ici, on rencontrait une jeune femme qui vit avec ses parents et avec sa sœur, mais ils sont un peu une famille déshonorée parce que sa sœur qui était promise à quelqu'un est revenue un jour avec une malédiction, elle avait tout oublié, donc depuis elle a une maladie et tout. Et notre jeune femme va faire son entrée dans le monde et pour essayer de retrouver sa sœur comme avant, elle va entrer en lice pour épouser le prince Faé, le fils de la reine tyrannique Faé, qui est à l'origine de l'état de sa sœur parce que c'est une reine Faé avec qui on peut passer des marchés en échange de services, enfin, voilà. Genre tu demandes à avoir les plus beaux cheveux du village, mais en échange tu dois être condamné à dire le mot boulette à toutes les phrases, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc là, notre jeune femme se retrouve en lice avec 6 autres ou 5 autres, je ne sais plus, je crois qu'elles sont 6 en tout, donc 5 autres candidates pour ce prince. Et en parallèle, il y a le frère du prince aussi, voilà, qui va un petit peu venir mettre son grain de sel. Donc notre jeune femme va se retrouver un petit peu prise entre deux cerfs. Je m'attendais à un mélange entre la sélection et noblesse oblige, où voilà, on est sur quelque chose d'assez régence, mais avec ce petit côté un petit peu compétition. Je dois dire que j'étais un petit peu, je suis un peu restée sur ma faim de ce côté-là parce que le côté compétition, alors oui un peu mais pas tant que ça. Il n'y a pas eu tant de coups de pute que ça. Moi j'aurais aimé un petit peu plus de saloperie, un petit peu plus de on se bat pour le type. Et niveau romance, pareil, on est sur un triangle amoureux, évidemment avec les deux frères. Je ne misais jamais sur le bon cheval, selon les chapitres vraiment. En fait, je m'étais fait tout un foin parce qu'on apprend à un moment une information et je m'étais dit, ah bah tiens, ça se trouve, celui-là, il y a tel truc, donc elle va se focus sur tel truc. Après, je lis tellement de romances et de Clock of the Vampire et de machin que je me dis, bah après, si elle se tape les deux, un peu sympa, on attend de voir. Bon, ça reste, c'est chez Bayard, ça reste du young adulte, elle va pas se taper les deux, hein. Voilà, on reste sur notre fin, les adeptes de cul. Mais c'était très sympa, j'ai trouvé que notre personnage principal, elle faisait pas ça de manière mal intentionnelle, elle faisait ça vraiment avec un vrai but pour pouvoir faire un marché qui permette à sa sœur de retrouver son état normal. Évidemment, il y a d'autres péripéties, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas du tout irréfléchie. Au contraire, elle est vraiment déterminée, vive d'esprit, elle réagit très bien. Du coup, même face à ses adversaires, j'ai trouvé qu'elle avait des réactions plutôt crédibles et adultes et matures. Donc voilà, la fin, ça part complètement en cacahuète. De toute façon, avec mon ami Camille, on s'était dit, bon, on fait comment? On découpe, on lit 5 chapitres par-ci, on se dit où on en est, on avance, puis quand ça part en cacahuète, on ne s'arrête plus. Il s'est avéré qu'on ne s'arrêtait plus, et que cette fin, les dernières pages, vraiment, c'est peut-être le truc qu'on a un peu reproché, c'est que sur la fin, ça s'enchaînait très vite. Et on était un petit peu perdu dans ce fouillis d'infos parce qu'on a des changements de point de vue à des moments qui sont pertinents, mais qui sur la fin peuvent nous noyer un petit peu dans toutes ces infos. Donc écoutez, très curieuse de lire la suite, ce sera avec plaisir je reprendrai Camille dans mon alliance pour cette suite qui sera, j'espère, à la hauteur de mes attentes. Alors là, on n'est pas sur du young adulte à proprement parler, mais ça reste vraiment très abordable pour des ados parce qu'il n'y a pas de smut ou quoi. J'ai écouté le premier tome de Régence et Dragon, donc Dragon et Sentiments, où là vraiment, si vous avez lu Miss Percy aussi chez Milady, foncez sur celle-ci comme romance, parce qu'autant Miss Percy, la romance est un peu au second plan, mais là dans Dragon et Sentiments, c'est quand même une part plus importante de l'histoire et qui est très cool, où là on va rencontrer Elinor, qui est une jeune femme qui a perdu ses parents et du coup qui s'est retrouvée séparée de ses sœurs qui étaient mises dans d'autres familles. Elle se retrouve chez une tante, la sœur de sa mère je crois, il me semble, où elle est un peu préceptrice de sa cousine qui va bientôt faire son entrée dans le monde, qui va devoir se marier et tout. Et en fait un beau jour cette cousine est évidemment une sale gosse qui maltraite son dragon, parce qu'avoir un dragon de compagnie c'est un peu la norme dans cette histoire. Et donc elle va s'enfuir avec le dragon, voilà, elle va quitter la demeure et sur la route elle va tomber sur une voiture, donc une calèche je crois, avec deux hommes en son sein, dont l'un qui, on le comprend vite, est peut-être destiné à épouser la cousine, enfin à faire partie des prétendants. Et bon, on comprend vite que voilà, entre les deux il y a feeling, et à partir de là, bah, ça va s'imbriquer de
elle va pas donner son identité, ou elle va dissimuler, et puis ils vont rencontrer la cousine, et qui est qui machin. J'ai adoré. Franchement, j'ai eu un coup de cœur parce que je trouvais ça très léger, c'était très pertinent, c'était très mignon. Franchement, c'était bien aimé, c'était du cozy romantasy, où on se fait pas de nœud au cerveau. C'est rocambolesque, c'est cocasse, on a des belles robes, on a des balles, on a des petites intrigues, des petits complots, des petits quiproquos aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, voilà. Mais j'ai trouvé que tous les personnages étaient vraiment sympas, à part évidemment la cousine qui est détestable, mais c'est voulu et c'est réussi. Et j'ai trouvé notre personnage féminine très sympa, la romance très mignonne, comme je vous disais, pas de smut. Donc écoutez, je vous conseille ce livre les yeux fermés. Ensuite, romance un petit peu plus classique, plus new romance, j'ai lu le tome 3 de Badash, donc c'est la série chez Pocket Jeunesse, donc c'est ado. Mais attention, cependant, là, sur ce tome-là, c'est précisé maintenant, c'est qu'il y a quand même du sexe explicite. Alors ça reste du sexe d'ado, hein, voilà, il n'y a pas de... c'est pas du LC Silver ou que sais-je en romance, hein, mais voilà, il y a quand même des termes, il y a quand même des actes qui sont décrits, donc c'est lycéen universitaire, mais voilà. Faut pas oublier que selon les mains dans lesquelles on le met, ça peut, si vous avez lu le premier, il y a quand même une évolution parce que nos personnages grandissent, donc forcément il y a un peu plus. Autant j'avais adoré les deux premiers, autant celui-là 3,5 parce que le Parker, Cameron là, Cam Parker, lourd dingue, franchement chiant au possible. Donc dans ce là je vais pas spoiler, mais en gros Badash c'est au départ on suit Ashley qui est en crush sur son voisin qui est aussi la star du lycée, et le meilleur ami de ce garçon va venir lui proposer un marché en mode bah écoute, moi je voudrais retrouver mon meilleur ami, il faudrait qu'il se sépare de sa gonzesse, donc si on peut faire en sorte qu'il finisse avec toi ça t'arrange, moi ça m'arrange. Au final évidemment le meilleur ami en question et la nana voilà se tombe peut-être un peu sous le charme, il y a des péripéties, c'est vraiment teenage, c'est un peu journal d'une princesse mais au bout du jour. Et dans ce tome là donc voilà, nos deux personnages qui ont eu des péripéties dans le tome d'avant, là, est-ce qu'ils vont donner une seconde chance ou pas, on sait pas trop, mais le mec, il y a eu des événements dans la fin du deuxième tome qui ont amené cette situation, mais en fait il souffle le chaud et le froid tout le temps, il est jamais d'accord, il est en mode c'est pas que je veux pas être avec toi, mais c'est que je suis pas bien pour toi et tout. Ah non, c'est bon mec, il y a 400 pages où tu la prends pour une bourrique. À un moment, je suis désolée, c'est trop chiant. Genre, et le pire, c'est que elle, Ashley, pour le coup, vraiment, j'adore ce personnage féminin parce que oui, ça reste une ado, mais elle est vraiment pertinente. Genre, à un moment, il veut pas la calculer, bah, me calcule pas, en fait, y a pas de problème. On va être deux à pas calculer, moi j'en ai rien à foutre, tu vois. Et c'est lui qui vient ramper, et après, il ressouffle le chaud et le froid, et il lui donne que des faux espoirs. Et j'étais là en mode, mais à un moment donné, là, je suis la grappe. Dis les tiens, c'est oui ou c'est non, mais c'est pas peut-être. Et du coup, elle pouvait jamais passer à autre chose ou aller vers d'autres personnes parce que forcément, lui, il était toujours présent. Donc, j'ai trouvé un peu toxique dans ce tome-là, donc un peu chiant. En revanche, je pense que le tome 4 a moyen d'être un petit peu plus pimenté sur certains aspects, notamment peut-être le retour d'un personnage, donc j'attends de voir. Franchement, je suis très curieuse. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Chestnut Spring, donc Reckless, que j'attendais impatiemment parce que les deux personnages qui étaient les personnages principaux désignés, je n'attendais que de les voir ensemble et voir comment allait être leur romance. Donc c'est Winter, la sœur de la personnage principale de Chestnut, c'est Hopeless le premier, je sais plus là, enfin bref, du premier tome. Et le Love Interest, le mec, c'est je sais plus son prénom, mais c'est en gros un peu la relève dans le rodéo le protégé du mec du premier tome là. Et alors, pour moi, en fait, il y a un truc que je déteste dans les romances, c'est les grossesses. De toute façon, dans la vie réelle, je déteste les grossesses, vraiment les ventres qui se déforment, qui bougent tout seul et tout, là ça me débecte, c'est vraiment ma phobie d'être enceinte, jamais de la vie. Et en fait, c'est dans les deux premiers chapitres, donc je vais pas spoiler, ça va pas être un spoil concret parce que voilà. Ils ne peuvent pas se piffrer, donc moi je me dis putain ils vont être cherchés avec que de l'attention et tout, le temps qu'ils se cherchent et tout machin. Et au final, dans les premiers chapitres, ils couchent ensemble, elle tombe enceinte, elle lui envoie un message pour lui dire nan, il l'envoie bouler, et après on a une ellipse de genre je sais plus combien de mois, où ça y est, elle est mère. Et puis après, lui, il réapparaît en mode machin, ah, elle a un enfant et bon, et what the fuck. Genre vraiment, alors ok, on m'a dit, ouais, mais là, ça va, la grossesse, elle est éclipsée.
ok, d'accord, certes, mais il y a quand même un chiard. Et moi, je peux pas. Vraiment, les chiards, désolé. En plus, là, c'est un nouveau-né, donc ça bave, ça chie. Oh non, moi, c'est bon, je peux pas. Et c'est dommage parce que vraiment, leur romance, vraiment l'alchimie entre les deux personnages, il y avait trop un truc. Et je m'attendais trop à ce que ce soit sexy et tout. Et en fait, à cause du gamin, bah, ouais, t'es daron, quoi. C'est bon. Ah, ça m'a saoulée. En fait, c'est comme s'il y avait la fin et bref, trop nul. Genre, vraiment, je suis. C'était. En fait, les deux personnages que j'attendais le plus et le choix de l'auteur. Ah non, ah bah non, merci. Franchement, on souffle. Hein. On souffle fort. Alors, je souffle un peu aussi. Bon, après là. J'avoue, j'aurais dû me fier à la couverture qui était pas très qualitative. J'ai lu la fin de l'histoire, qui est une romance où là on rencontre une jeune femme, enfin non une femme parce qu'elle a la trentaine je crois, qui se fait larguer comme une chaussette par son mec devant tous leurs potes. Et elle va en parallèle subir malheureusement le décès de sa tante, mais elle va hériter de la maison et il y a des travaux à faire, donc elle va faire appel à une entreprise et il s'avère que le maître d'œuvre c'est le meilleur ami de l'ex. Vous voyez où je veux en venir niveau trop. Et pendant qu'ils commencent les travaux, derrière un mur, ils vont trouver un papier qui s'avère être un acte de divorce daté de 10 ans dans le futur. What the fuck. Donc moi, un pitch comme ça, je me dis, attends, un petit peu réalisme magique et tout, qu'est-ce que ça va être et tout machin. Voilà, autant en fait, Jeffrey Marley il fait... D'accord, il n'y a pas d'explication. La romance, bah déjà lui il est un peu un look viking, donc j'ai les cheveux longs, vous savez que les cheveux longs c'est pas ma cam chez un homme. Donc il est un peu Grumpy Sunshine mais pas trop, il sait pas trop où se placer. Elle est toujours sur la défensive un peu, c'était un peu chiant. Puis oui ils ont pas d'alchimie, même les scènes de smut, elles étaient pas sexy, elles étaient un peu... un peu basique, un peu vieux couple déjà, alors qu'il est censé y avoir une alchimie on apprend à se découvrir, tu vois. Donc non, ça c'était pas mémorable, ça ne rejoindra pas mes étagères. Mais j'ai lu My Darling Bride, où là, pareil, on rencontre une jeune femme qui va se retrouver dans le désert de Las Vegas, à fuir son petit ami violent, donc bon, trigger warning, et elle va voler la Lamborghini d'un célèbre joueur de foot. Et il s'avère que une fois revenue chez elle, le mec va venir toquer à sa porte en mode écoute ma cocotte, t'as volé ma Lamborghini, elle s'est fait défoncer, donc soit tu rembourses, soit tu m'épouses. Voilà, c'est vraiment ça. Vraiment le deal c'est ça. Elle a la même réaction que nous. Comment ça et à partir de là, ils vont devoir fake dating machin et tout, se marier parce qu'en fait c'est une question d'héritage que si son frère veut avoir la part de l'héritage qui lui revient avant tel moment et tout machin, il faut que ça se passe comme ça. Enfin bref, un micmac, je veux pas trop dire parce qu'après ça peut spoiler certains éléments qui sont un peu surprises. Mais la romance j'ai trouvé sympa. Après je les ai trouvés un petit peu tous les deux un peu plan-plan. Voilà, ils étaient pas pour une librairie, un joueur de foot ou autre, ils étaient pas très sexy. Puis elle est toujours un peu pareil sur la défensive, elle sait pas trop comment se positionner. En revanche, par contre, c'est une romance où j'ai pas souvenir, j'ai lu en début de mois donc c'est plus très frais. Mais pour moi, il n'y a pas de smut, enfin, il n'y a pas de grosses scènes qui m'ont chagriné, c'est quand même un slow burn. Et j'ai limite été plus convaincue par les personnages secondaires que par nos personnages principaux. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais pas mémorable. Ensuite, en revanche, très très bonne lecture, je suis réconciliée avec Sarah Adams, alors que pourtant je partais en étant la débile du village, parce que j'ai lu The Rulebook, voilà. Et moi je commence et tout, et puis là les prénoms ils me parlent un peu, je me dis bizarre, ça me dit quelque chose, ça fait un peu ça de cheat sheet. Après je me suis dit la charte graphique de la couverture, peut-être que c'est propre à l'auteur, vous voyez. Et non, il s'avère qu'en fait c'est un tome compagnon de The Cheat Sheet. Moi j'avais pas tilté du tout. Et vous savez que The Cheat Sheet j'avais bien aimé, j'avais adoré Nathan, mais elle j'avais trouvé un peu coconne et j'avais trouvé ça un peu long pour rien parce que ça aurait pu être réglé en 2-3 pages. Alors qu'ici, The Rulebook, là je suis convaincue. On est sur un trope second chance parce que notre jeune femme, je suis désolée, à chaque fois je dis jeune femme ou nana parce que je retiens pas les prénoms au bout de 30 livres, à un moment donné, il faut me pardonner. Mais notre jeune femme est une agente sportive, voilà, dans l'agence de l'agente du mec premier tome, enfin de Chichi quoi.
et elle va devoir faire ses preuves en devenant l'agente d'un joueur de l'équipe de foot qui a eu une convalescence médicale, et donc il faut qu'il se remette un peu dans le bain, et donc il faudrait qu'elle le remette un peu à flot dans sa carrière. Sauf qu'il s'avère que ce joueur, Derek, ça j'ai retenu son prénom, et son ex, il y a 8 ans en arrière. Alors pareil, encore une fois c'est bien parce que c'est des personnages qui sont dans la 28-30aine, donc ça j'ai trouvé ça très cool. Et en fait, il y a 8 ans, ils étaient ensemble et tout machin, et elle, un jour elle est arrivée, elle a dit bah écoute c'est pas possible, elle voulait faire passer sa carrière avant, elle avait peur qu'en restant avec lui, elle ne puisse pas réaliser ses projets, donc voilà, elle a dit ciao. Lui ça lui a brisé le cœur, il s'en est jamais remis, elle l'a jamais oublié, et donc du coup on va les suivre dans ce périple, cette péripétie. On a des... Je vais pas le dire, mais il y a certaines tropes qui font leur apparition qui sont très sympas et mieux exploitées que dans le premier bouquin. Là franchement pour moi c'était vraiment un sans faute. En fait tout ce qui m'a manqué dans The Cheat Sheet, je l'ai eu ici. En fait deux personnages, oui ils se connaissent parce que ils ont été ex, donc comme dans The Cheat Sheet ils sont BFF, mais là ils étaient ex et donc ils vont devoir réapprendre à se connaître, à devenir amis avant de redevenir amants. Et j'ai trouvé vraiment très bien, que ce soit niveau humour, que ce soit niveau smut. Alors on a un peu plus de smut dans celui-là que dans The Cheat Sheet où il n'y en avait pas. Mais pareil c'est sexy, on a envie d'être avec eux, on a envie d'être eux, on veut la même libido. Et en fait j'ai trouvé que pareil les raisons de la séparation d'il y a 8 ans sont crédibles, la façon dont c'est amené, dont c'est relaté. Franchement j'ai été totalement convaincue. Franchement si The Cheat Sheet vous a pas forcément plus que ça, parce qu'il vous manquait des choses, ou vous avez trouvé ça un peu facile, ou au contraire trop compliqué pour rien, franchement The Rulebook il vaut carrément le coup. Et un autre livre sympa mais qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est One Night Only, où là on rencontre, je crois que c'est Sarah, je ne suis pas sûre, une femme qui un petit peu volage, voilà, pareil, elle est dans la 28-30aine, elle est un peu volage, elle a des coups par-ci, des coups par-là, un soir elle couche avec un mec, le lendemain elle lui dit c'est ciao, donc lui il est un peu en mode ok d'accord, sympa, et puis là elle se dit je peux avoir une coupure par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, parce qu'il y a le mariage de sa meilleure amie qui est en Irlande, donc hop, on prend l'avion, c'est ciao. Elle arrive là pour organiser le mariage, sauf que le coup d'un soir qu'elle a viré il y a 2 semaines, c'est le témoin et le frère du mari, voilà, donc ils se retrouvent un peu là-bas et tout. Est-ce qu'ils vont remettre le couvert? On sait pas trop, machin. Et après le mariage, ils retournent chacun leur vie, voilà. Elle retourne à New York. Et puis un jour, qui est-ce qui apparaît? Notre love interest. Et là, on va du coup voir un petit peu toute cette histoire. Alors, je suis un petit peu déçue parce que le résumé promet quand même... met vachement en avant ce côté du... Elle va au mariage de sa meilleure amie et elle se retrouve face au mec. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que le mariage soit vraiment une grosse partie du bouquin. Et en fait, c'est vraiment, je dirais... 30% et les 70 autres pourcents c'est quand ils sont de retour à New York, et là ça devient un peu longué parce que du coup ils se tournent autour. Elle est chiante un peu comme pas possible parce que là on est sur du he falls first, donc c'est lui qui veut quelque chose de concret, et elle est un peu résistante parce qu'elle veut pas s'attacher, mais elle est tout le temps à le rabâcher. On a compris madame que tu veux pas t'attacher, à un moment dis-lui clairement les choses, si tu veux pas être avec lui c'est ciao. Mais non, elle est là et puis elle est tout le temps à justifier et à se répéter. Et donc c'était sur la longueur, en fait c'était pas un comique de répétition, c'était juste de la répétition. Et voilà, ils finissent quand même ensemble, on va pas voilà, surprise. Mais c'était sympa, je lis peu de romances, j'en ai pas encore lu beaucoup avec ce trope de coup d'un soir là. Donc écoutez, moi j'aime bien cette idée de coup d'un soir, vraiment genre la tentation, paf, et puis t'as un truc mémorable ou pas, et puis le lendemain tu retournes à ta vie normale, et puis comme si de rien n'était, et ça reste un bon ou pas souvenir. Mais voilà, c'était sympa pour l'été. J'essaierai autour de l'auteur, mais c'est pas celui-là qui va me rester en mémoire dans toutes les romances que j'ai lues ce mois-ci. Ensuite, je fais une transition romance par romance parce que j'ai lu Divorce, donc d'une auteure nordique, je sais plus son nom, ou d'un auteur nordique, non, une auteure je crois. Où là, je m'attendais. J'ai lu Divorce à l'anglaise il y a un mois ou deux de Margaret Kennedy, que j'avais adoré parce que très commère, très machin, très truc, assez l'autodérision un peu autour du divorce, du sujet tabou. Et là je me suis dit bah ça va être un peu le même style parce que là on rencontre une nana qui d'un coup son mari est en soirée, il rentre pas, et quand il revient il lui dit bah en fait je veux qu'on divorce, et elle va un peu tomber des nues et tout, donc on part un peu dans cette optique le mec est le grand méchant. Mais il s'avère qu'en fait peut-être pas parce qu'elle est insupportable, elle est invivable, vraiment c'est une maniaque de contrôle, elle veut tout régenter, il a pas le temps de souffler, mais en fait il a aussi des torts au final,
quand même, voilà, au final. Et en fait, j'ai trouvé que c'était détestable dans son réalisme. Parce que, alors j'ai jamais été confrontée au divorce, voilà, j'ai de la chance, je pense, parce que à notre époque, c'est devenu plus normalisé que ça l'était avant. Mais pour moi, c'est la vision que je peux avoir de certains divorces qui se passent pas forcément bien, où on n'a pas de communication, où on ne pense pas forcément aux enfants qui peuvent être concernés et qui subissent ces scènes, et où ça veut un peu se tirer la bourre, un peu se la mettre à l'envers, et se jeter la faute tout le temps. Et donc en fait, les personnages ont tous les deux leur tort, il n'y a pas un qui est plus blanc que l'autre, ils sont vraiment tous les deux gris, ils sont vraiment tous les deux vraiment pénible. C'était une lecture pénible parce que voilà, j'étais énervée en fait de voir que ces deux parents n'arrivaient pas à faire la part des choses pour leurs enfants et de vouloir un peu monter le bourrichon aux enfants et tout. Enfin voilà, je trouve que c'était pas pertinent, mais à la fois ça l'était. Voilà, je pense que c'était un livre sur un fait de société qui est plutôt bien exécuté, mais moi qui m'attendais un petit peu rire, un petit peu de commérage, ça n'était pas ça. Voilà, donc c'était pas, ça n'a pas répondu à mes attentes, mais dans ce que ça veut être, ça fonctionnait. Ensuite, j'ai lu un contemporain, un essai, je ne sais pas, quelque chose basé sur ce qui s'appuie sur des faits réels, quoi. J'ai lu Tornade, donc c'est chez Marc Kelly, donc c'est une maison d'édition. Je vous avais déjà parlé d'un livre de chez eux qui est Le Voleur d'art, où on avait retracé l'histoire d'un vrai voleur d'art, un peu romancé, un peu thriller. Ici, on n'est plus sur un fait divers, on va suivre deux Français qui sont journalistes et qui vont se rendre en Amérique pour chasser les tornades, qui sont quand même un phénomène assez important. Et j'étais très curieuse de voir ce côté de comment on chasse une tornade, est-ce que c'est vraiment un métier de chasser une tornade, est-ce que vraiment une tornade est si effrayante que ça. Et donc on les suit dans leur périple. J'ai trouvé que c'était sympa, c'était assez instructif. En revanche, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'américain. Oui, mais on me dit on va aux Amériques, on va aux Amériques, on est Christophe Colomb. On va en Amérique, aux États-Unis pour voir des tornades et tout. Je m'attends à ce que ce soit grandiose, qu'on ait des Dodge Ram à tour de bras, des gros cow-boys qui sont là en mode attention la tornade, machin, vous voyez, un peu des barricades et tout. Voilà, j'ai trouvé qu'en fait ça manquait un petit peu de réalisme du côté des Américains où on aurait pu avoir des témoignages, des échanges avec des puristes de là-bas. Mais bon, après c'est un fait réel, c'est des gens dans la vie, ils vont pas rencontrer ces gens, ils vont pas les inventer. Donc voilà, c'était sympathique, mais c'était pas mémorable. Ensuite, j'ai lu deux autres young adultes. Donc j'ai lu Les Héritiers, qui est aussi chez Bayard, de Jessica Goodman, je crois, où là on rencontre des lycéens qui ont l'opportunité de rentrer dans un club suite à une cérémonie, un club un petit peu très select, vraiment l'aristocratie, vraiment c'est Gossip Girl. Sauf que quand le livre débute, on comprend que le jour du bal, de cette fameuse cérémonie, il y a eu un drame. Quelqu'un est visiblement décédé, on ne sait pas qui. Et en fait, le livre, ça va être, on va remonter le temps jusqu'à ce moment final. Tout ça en alternant des points de vue. J'ai trouvé ça sympa, c'est un one-shot. Parce que je suis assez en quête de thrillers young adulte qui fonctionnent bien. J'ai pas lu les trucs meurtre, mode d'emploi et tout. Je suis assez curieuse aussi de lire, mais j'ai peur que ce soit trop surcoté. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais du coup, Les Héritiers, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités, mais ça reste du young adulte, donc normal. Mais j'ai trouvé que les personnages étaient quand même assez creusés. On a des thématiques assez importantes, notamment sur les standards de beauté, comment on se voit, comment on traite les autres autour de nous par rapport à notre catégorie socio-professionnelle. On a aussi, attention, un trigger warning, je précise, sur les addictions, que ce soit alcool ou médicaments, drogue, parce que c'est quand même assez mis en avant et d'une manière quand même assez crue, parce que voilà, on montre les réalités de la chose. J'ai trouvé que c'était des personnages un peu tous moraligrés, un petit peu tous détestables, et que ça rendait le livre un peu sombre, mais j'aurais aimé un petit peu plus de sombre. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de gore, un petit peu plus de... Ouais, un petit peu plus de ce côté thriller pur et dur. Mais sinon, ça faisait le taf, c'était oui, un épisode de Gossip Girl, mais un peu sombre. Voilà, c'est... Ça tourne mal. On va pas s'en dire, ça tourne mal. J'ai trouvé que c'était efficace, c'était assez dynamique. Franchement, pour un one-shot, j'ai trouvé que c'était bien équilibré, la plume était sympa. Donc s'il y a d'autres choses de cet auteur, je le lirai avec plaisir. Et toujours dans ce côté standard de beauté, pour le coup, j'ai lu la sortie qui m'a intéressée le plus, dont je vous ai parlé dans le Mid-Year Freak Out Book Tag, je sais plus quoi là, c'est dans le petit. Je voulais absolument lire You Could Be So Pretty de Holly Bourne chez Nathan, parce que Nathan c'est ce qu'on fait Divergente et tout, et je me suis dit ça a l'air d'être une dystopie un peu sympa. Je veux vraiment un truc, un one shot hyper efficace, où là on est dans une société où les femmes doivent porter des masques
donc des artifices pour vraiment être parfaite, répondre à des codes, à des standards, rester à leur place, pas un peu de travers et tout machin. Et en parallèle, il y a quand même des groupes de femmes qui sont elles contre tout ça, qui veulent dénoncer ces choses-là et qui donc elles n'ont pas d'artifice, qui sont naturelles, qui ont les cheveux courts, qui ont des bourrelets, qui mettent des jeans, qui mettent des bermudas, qui mettent des robes, qui font des travails lambda. Et on va rencontrer Belle et Jodie. Donc Belle qui porte bien son nom parce qu'elle est de ce côté des femmes qui ont grandi dans un cadre très strict, très réglementé, et en face on a Jodie qui elle est avec sa mère qui s'était rebellée et qui maintenant en est là, donc, et elles vont se retrouver à un moment en circonstance. Belle va subir une agression dans la rue, une agression physique. Il y a quand même pas mal de warning dans ce livre, c'est très très sombre. Franchement c'est dur et violent, donc il faut quand même s'accrocher un peu parce que c'est court mais efficace. Et en fait Jodie va l'attirer de ce mauvais pas, et à partir de là elles vont se retrouver par des concours de circonstances à devoir échanger entre elles. Et j'ai trouvé que c'était sympa, c'était vraiment dynamique, ça se lisait très vite de voir comment on évolue dans cette société. Je regrette peut-être que ça n'ait pas été plus long ou qu'il y ait un deuxième tome pour pouvoir étaler certaines parties de l'intrigue, parce que voilà, on a une fin qui est une fin, ça c'est sûr, mais je trouve peut-être un petit peu facile une fois qu'on a toutes les pièces du puzzle assemblées. Mais je pense que c'est un livre qui est nécessaire parce que c'est un livre qui est là pour dénoncer et que c'est important en fait de ne pas banaliser certains comportements qu'on peut voir dans le livre mis en scène, parce que c'est le quotidien de la majorité des femmes et des jeunes femmes de tous les âges. Les hommes sont vraiment montrés, pas comme les grands méchants parce qu'il y en a qui se tirent un peu du lot, mais de montrer que voilà, on peut pas laisser passer ce genre de choses, et qu'en plus on peut pas dire aux femmes de s'adapter et de s'acclimater, voilà, ou que si on te dit qu'on a envie de te ken, c'est un compliment, pas forcément, voilà, à moins que ce soit ton petit ami, tu sors de la salle de bain, t'es à poil et tu dis j'ai envie de faire l'amour, d'accord, mais si c'est la vieille racaille en Serge Tacchini, TN requin en bas de la rue, no thanks, pitié, you. Va trouver un travail, je traverse la rue comme dirait Emmanuel. Enfin bref, voilà, donc ça c'était très sympa. Donc voilà, attention quand même s'il y a des trigger warnings parce que c'est quand même très réaliste. Donc ça peut, si ça vous touche de près ou de loin, ça peut peut-être un petit peu remuer certains couteaux, mais ça peut aussi permettre de pouvoir dire aux gens bah lisez ce livre parce que voilà, c'est la réalité en fait, ce genre de comportement, d'attitude et entre des ados, enfin voilà, on a tout ce côté harcèlement, manipulation, rentrer dans des cases, donc très sympa, franchement c'était pas la dystopie pure et dure à laquelle je m'attendais, mais c'était quand même très bon dans ce que ça m'a apporté. Bon, je viens de réaliser à l'instant, en voyant les deux livres qui me restaient, dont il y en a un que j'ai en papier, mais qu'en fait il y en avait d'autres que j'avais en papier que j'ai oublié de vous les montrer. Et donc du coup vous aurez que des inserts de couverture, mais voilà, désolée, je suis bête. Voilà, mais du coup je reviens à mes moutons. Je dis donc que il me reste 2 livres à vous présenter. J'ai écouté en audio tout d'abord Dernier Nouvel An, donc qui est un polar nordique où là on rencontre une famille, donc 2 parents et une fille. Et en fait le soir du Nouvel An, la jeune femme a invité son petit ami et ses parents à dîner chez eux pour voilà, que les parents, les familles se rencontrent et tout. Et il s'avère en fait qu'au moment d'ouvrir la porte et d'accueillir les convives, les 2 couples de parents se connaissent. Donc de qui, de pourquoi, de comment, on ne sait pas trop. Donc du coup forcément le dîner va être un peu pesant, un peu fait de banalité, de blanc, etc. Les enfants vont être un peu pris entre les 2 vagues, on ne sait pas trop ce qu'il en est, qu'est-ce que... Visiblement on veut pas de leur relation, mais pourquoi pas, mais on sait pas. J'ai trouvé que c'était un peu fouillis, un peu micmac, un peu tiré par les cheveux. Vraiment le dénouement, c'est vraiment n'importe quoi. La finalité, en fait, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai écouté La Fille au père, où la fin est tellement tirée par les cheveux et rocambolesque que j'ai trouvé ça absurde. Et bah là, pareil, j'ai trouvé ça absurde, franchement. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait un crime, mais je m'attendais à quelque chose de plus percutant, de plus étouffant, de plus oppressant, parce que ce côté huis clos, c'est ce que j'aime, d'avoir où tout se passe dans une seule pièce et tout. Et en fait, quand le poteau rose est dévoilé, on a l'impression vraiment que c'est une pièce de théâtre et qu'il faut que ça se termine. Allez hop, on dévale tout sur la place publique et puis au revoir.
Donc très décevant, l'audio n'était pas fou du tout, donc ça je vous recommande de passer votre tour. Je ne vous recommande pas de passer votre tour en revanche pour Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso. Je ne sais pas s'il y a un lien avec Guillaume, voilà, je ne sais pas, êtes-vous parenté? Mais je l'ai écouté aussi en audio, ça s'écoutait très vite, ça s'écoutait très bien pour le coup, la narration était vraiment très bonne, le narrateur était très pertinent. Ici on rencontre un ancien policier qui va être appelé à la rescousse d'un comte parce qu'il reçoit des lettres de menaces. Et il va arriver là-bas, il va découvrir que le comte a invité d'autres gens et ils vont faire un repas et tout. Et après dans la soirée, le comte va être retrouvé assassiné alors que la porte était fermée, etc. Donc trop bizarre. Et à partir de là va s'enchaîner un jeu de pistes parce que c'est forcément quelqu'un qui est dans la baraque. Donc on sait pas trop. Et en fait à un moment, voilà, il y a un plot qui fait que. Et après il y a un autre plot qui fait que. Et malheureusement qui fait que je le savais. Qui fait que je l'avais vu venir. Franchement, c'est découpé en 3 parties. C'est pas la femme de ménage. Mais c'est la même config où voilà, t'as une partie, t'as un plot, t'as la deuxième partie pour mieux comprendre ton plot. Et puis après, à la fin de la deuxième partie, bah t'as un autre plot. Et donc du coup t'as une partie conclusion. Vraiment c'est une disserte. C'est sympa, je mets quand même 3 sur 5 parce que c'est quand même assez dynamique. Après de là dire captivant comme sur le bandeau Pocket, je ne sais pas. Je pense que j'ai vachement plus apprécié parce que je l'ai écouté en audio et que le monsieur qui racontait était très bon. Parce que je pense que si je l'avais lu, je l'aurais trouvé vachement banal. J'ai pas été surprise. Alors oui, l'un des premiers plots, ok, pas de problème. Mais alors après, c'est clair comme de l'eau de roche. Franchement, après, c'est cousu de fil blanc. On voit où on veut en venir. On comprend tout. On essaie de nous retourner le cerveau, mais on n'est pas bête. Donc voilà, c'est oui, mais non, comme dirait Angèle. Non, c'est pas ça, la chanson. Je ne sais pas. Bref. Donc voilà, c'était les 2 polars de ce mois-ci, mais c'était pas les plus marquants de mon année. Donc après cette dernière catégorie de genre de lecture que va s'achever cette vidéo, ce bilan du mois, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés parce qu'il y a quand même pas mal de sorties récentes, donc ça je suis assez contente parce qu'en juillet j'ai lu pas mal de choses qui sont sorties pendant juillet, donc c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à commenter, à aller voir les vidéos suggérées dont j'ai parlé tout au long de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!